Alors, salam alaikum. Alors, ça sera le chapitre des muscles du membre inférieur. Et on va voir région par région. On commence avec les muscles de la hanche. Les muscles de la hanche, ils sont essentiellement en nombre de 11 muscles constants. Alors, ça se dispose en deux groupes d'après leur situation par rapport à l'articulation coxo-fémorale. Le groupe antérieur, c'est l'ensemble des muscles situés en avant de l'articulation coxo-fémorale. Ils sont représentés par deux muscles, un qui est constant et volumineux important, c'est l'iliopsoas, appelé anciennement psoas iliaque, et l'autre inconstant, c'est le petit psoas. Un groupe postérieur, c'est l'ensemble des muscles situés en arrière de l'articulation coxo-fémorale. C'est évidemment c'est le groupe le plus important et le plus puissant. Il forme ce qu'on appelle la région glutéale, ou bien ce qu'on appelait anciennement, c'est la région fessière, formée par des muscles disposés en deux plans. Le plan superficiel, c'est les trois muscles fessiers, bien muscles glutéaux que vous connaissez, avec le quatrième, c'est le tenseur du fascia lata. Un plan plus profond, c'est le pelvis trochanterien. Les pelvis trochanteriens, sont ces muscles qui ont comme commun l'origine et la terminaison. L'origine, c'est sur le pelvis, la ceinture pelvienne. La terminaison, c'est sur le grand trochanter. Ils sont placés juste en arrière, puisque c'est profond, ils sont juste en arrière de l'articulation coxo-fémorale. Et comme comment aussi ils ont comme fonction commune, c'est la rotation latérale. L'énervation, ils sont tous, presque le plan postérieur est tout en totalité innervé par le muscle, à part le plexus sacral, à part un seul muscle qu'on va voir qui est l'obturateur externe. Alors, on va commencer avec le groupe antérieur, l'iliopsoas. Alors l'iliopsoas, en réalité, c'est un muscle fait de, sont deux muscles séparés d'origine, comme vous voyez ici. On a le psoas qui s'insère sur le rachis et l'iliaque qui s'insère sur l'os coxal. Et ils ont une terminaison commune qui se fait sur le fémur. Comme vous voyez, l'origine est profonde. Alors on a le psoas. Le psoas, il s'insère sur le rachis, sur la colonne vertébrale de T12 jusqu'à L5. Mais il faut préciser, l'insertion, elle est double. On a une insertion qui se fait sur les corps et les disques, qu'on appelle, c'est le chef corporel. Il est antérieur. Et un chef postérieur qui s'insère sur les apophyses transverses des vertèbres lombaires, ce qu'on appelle aussi les processus costifères. C'est le chef apophysaire. Alors, c'est pourquoi cette disposition, il faut la connaître, puisqu'entre les deux chefs, entre les deux plans, se trouve le plexus lombaire qui assure l'énervation d'une partie du membre inférieur. Ça, c'est pour le muscle psoas. Alors, le muscle iliaque, d'après son nom, il est nommé iliaque puisqu'il s'insère sur la fosse iliaque de l'aile iliaque. C'est la face interne de l'aile iliaque. Donc, les deux muscles, ils sont profonds, ils vont sortir du bassin, en passant au-dessous d'une formation fibreuse qu'on appelle le ligament inguinal. Ce ligament, c'est un tendon épais qui forme un ligament épais qui s'insère de l'épine iliaque antéro-supérieure jusqu'à l'épine du pubis. Donc, on l'appelle le ligament inguinal. Alors, ils vont passer sous le ligament inguinal pour se terminer sur le petit trochanter. Alors, d'après l'origine et la terminaison, la fonction, c'est quoi? Alors, la fonction, c'est, si le point fixe, c'est le bassin, ils vont tirer le fémur vers le haut. Donc, c'est la flexion de la hanche. Si c'est la terminaison qui est fixe et l'origine qui se contracte, ils vont incliner le tronc en avant. Mais c'est surtout, c'est un fléchisseur. L'énervation, on a dit, c'est assuré par le plexus lombaire, soit par des branches collatérales du plexus ou bien par le nerf fémoral qui est la branche terminale. Alors, ça, c'est pour le muscle principal du groupe antérieur. Alors, il y a un muscle inconstant qu'on peut voir qu'on appelle le petit psoas puisqu'il vient du côté du psoas. Il y a un constant, regardez son origine, ça se fait sur la T12 et L1 et le disque intervertébral correspondant, il se dirige verticalement. Comme vous voyez, il ne va pas sortir du bassin, mais il se termine sur la partie antérieure de la ligne innominée, bien la ligne arquée de l'os coxal. Donc, l'énervation, c'est toujours le plexus lombaire. L'action, il est accessoirement, puisqu'il n'a pas une fonction vraiment importante, il est accessoirement fléchisseur, c'est un fléchisseur accessoire du bassin. Donc, ça, c'est pour le groupe antérieur. En avant, on a un seul muscle important. Alors, en arrière, on a des muscles qui se disposent en deux plans. On a dit le plan superficiel
C'est les quatre muscles. On va commencer avec le muscle le plus superficiel, c'est le grand glutéal. Le grand glutéal, c'est le muscle le plus important. C'est un muscle très épais et très puissant. Il est très épais et très puissant. Et c'est pourquoi c'est le siège des injections intramusculaires. C'est là où se fait les injections intramusculaires au niveau de la fesse. Alors, pour faire l'injection en intramusculaire, généralement, il faut bien voir la région. Donc, on va diviser la région fessière en arrière en 4 cadrans. On va diviser la région en 4 cadrans. Alors, imaginez, attendez. Alors, le premier cadran, ça commence à partir, comme vous voyez, c'est de la partie la plus élevée de la crête. Et ça descend. Ça descend verticalement. Ça, c'est la ligne verticale, descend verticalement du point le plus élevé. Alors, l'autre ligne, il faut voir la région, il y a un sillon interfessier, c'est de la partie la plus élevée du sillon interfessier, c'est la ligne transversale. Ça va diviser la région en 4 cadrans. Alors, en 4 cadrans, les injections donc, ne doivent pas se faire dans ce cadran. Il est inféro-médial, mais ça se fait dans ce cadran. Ça se fait dans le cadran supéro-latéral. C'est là où se fait les injections. Alors, ça, c'est pour une information. Donc, pour l'origine du muscle grand fessier, alors, l'origine, il s'insère sur la crête iliaque, la partie postérieure de la crête iliaque, sur la surface glutéale, là où s'insèrent les muscles glutéaux, en arrière de la ligne glutéale postérieure, sur le bord latéral du sacrum et la crête sacrée latérale. Tout ça, donc, c'est son origine. Il se dirige en dehors pour se terminer en 2 plans. Tellement il est épais, le plan superficiel il se termine sur cette formation fibreuse qu'on va la voir. C'est un épicissement du fascia fémoral qu'on appelle le tractus iliotibial. Tractus iliotibial, donc le plan superficiel se termine sur le tractus iliotibial. Le plan profond se termine sur la ligne âpre. Normalement, sur une région que vous connaissez, c'est sur la tibérosité glutéale, la trifurcation latérale de la ligne, la branche latérale de la trifurcation de la ligne âpre. C'est pour le plan profond. Le grand fessier. Quand on enlève le grand fessier, donc on ne va pas reprendre. La fonction, c'est un extenseur et rotateur latéral du bassin. L'énervation, branche collatérale du plexus sacral. On a dit ils sont tous énervés par le plexus sacré. Alors, quand on enlève le grand fessier, on va voir tout le plan profond, tout le reste des muscles. Donc, tellement il est épais et volumineux, il couvre tous les muscles. Il va couvrir toutes les régions, toute la région. Il protège un nerf important qui est juste au-dessous, le nerf le plus volumineux du corps humain, qui est le nerf sciatique. C'est juste au-dessous. C'est pour ça l'injection ici, elle est risquée. On risque de toucher, puisque c'est à ce niveau-là que va sortir le nerf sciatique et descendre dans la région postérieure de la cuisse. Alors, dans le même plan du grand fessier, bien grand glutéal, mais en avant, ça c'est une vue latérale, se trouve le tenseur du fascia lata. Alors, d'après son nom, c'est un tenseur, il va tendre le fascia lata. C'est quoi le fascia lata? C'est le fascia fémoral superficiel. Le fascia fémoral superficiel, au niveau de la cuisse, il est appelé le fascia lata. Alors ce muscle, il a une partie charnue très courte et le reste c'est tendineux, c'est fibreux. Alors la partie charnue, ça s'insère comme vous voyez, surtout c'est sur l'épine iliaque antéro-supérieure et la partie tout antérieure de la crête iliaque, le bord supérieur de l'os coxal. Et les fibres se dirigent en arrière pour se continuer par cette formation fibreuse qu'on appelle le tractus iliotibial, ou bien ce qu'on appelait anciennement la bandelette de Meissner. D'après son nom, c'est quoi au juste ce tractus? C'est un épicissement du fascia fémoral. Épicissement latéral du fascia fémoral qui commence de la crête iliaque, c'est pour ça c'est un tractus ilio, pour se terminer sur le tibia, sur la face antérieure du condyle latéral du tibia.
sur la face latérale du condyle latéral du tibia. Donc, c'est pour ça, c'est le tractus ilio-tibia. Donc, on peut dire que le tenseur du fascia lata, ça commence de l'os coxal pour se terminer sur le tibia. C'est ce qui explique sa fonction. En plus de tenseur du fascia lata, il maintient le fascia fémoral tendu. C'est surtout, il participe puisque ça se termine en avant, il participe accessoirement à l'extension de la jambe. À l'extension de la jambe. Ça, c'est le plan antérieur, bien le plan superficiel. Le plan superficiel. Alors, au-dessous, on va trouver le moyen glutéal, bien le moyen fessier. Avec le petit fessier, ils ont la même fonction, même origine. Donc, c'est de la surface glutéale vers le grand trochanter. Alors, le moyen, on a déjà parlé de ça quand on a parlé de la surface glutéale. Ça s'insère entre les deux lignes glutéaux, la ligne antérieure et la ligne postérieure. Donc, lui, il couvre presque la totalité de la surface, la partie la plus importante de la surface glutéale. Et il se dirige directement pour se terminer sur la face latérale du grand trochanter. Sur la face latérale du grand trochanter. Sa fonction principale, puisque latéral vers le latéral, sa fonction principale, c'est l'abduction. C'est un abducteur. On dit c'est le muscle de la monopédie. Qu'est-ce que ça veut dire monopédie? C'est-à-dire, quand on se met sur un seul pied, c'est le moyen fessier qui est responsable de maintenir cette position. C'est le muscle de la monopédie. Alors, en plus de ça, regardez, il est large en haut, il se termine, on peut en distinguer des fibres antérieures qui vont tirer le fémur vers le dedans, c'est des rotateurs médiaux, donc responsables de rotation médiale. Les fibres postérieures, ils vont tirer le fémur en dehors, c'est pour la rotation latérale. Donc, il est essentiellement abducteur. Et par ses fibres antérieures rotateurs médiales, par ses fibres postérieures rotateurs latérales. Pour l'innervation, c'est toujours le plexus sacral. Au-dessous, c'est le petit fessier. C'est le plus profond, le plus petit, donc et le plus antérieur. Il s'insère sur le reste de la surface glutéale, donc en avant de la ligne glutéale antérieure, et il se dirige vers la face antérieure, bien le bord antérieur du grand trochanter. Le bord antérieur du grand trochanter, sa fonction est la même que le moyen fessier ou bien le moyen glutéal. C'est un abducteur. Il participe par ses fibres supérieures, antérieures plutôt, à la rotation médiale et ses fibres postérieures à la rotation latérale. Ça, c'est pour le plan superficiel. Pour le plan superficiel de la région glutéale. Alors, pour le plan profond, il est formé de ces muscles, comme vous voyez ici. Juste, c'est dans le même plan que le petit fessier. Sont ces muscles superposés de haut en bas. De haut en bas, 5 qu'on voit, et le 6e, il est plus antérieur, on ne le voit pas. Il est ici à part. Alors, ces 6 muscles, ils ont comme commun, le nom, on les appelle pelvitrochantériens. C'est l'origine et la terminaison. C'est de la ceinture pelvienne, c'est-à-dire l'os coxal et le sacrum, pour se terminer sur le grand trochanter. Pelvitrochantériens. Ils ont comme commun puisqu'ils passent directement derrière l'articulation coxofémorale. Ils sont tous des rotateurs latéraux. Mais en plus, le pyramidal, il participe à l'abduction et le carré fémoral, donc le plus haut situé, le pyramidal, il participe à l'abduction et le plus bas situé, il participe à l'adduction, l'inverse. Et comme commun, pour ne pas reprendre, ils sont tous énervés par des branches collatérales du plexus sacral, à part l'obturateur externe qui est énervé par le nerf obturateur branche du plexus lombaire. Alors, on va commencer par le plus haut situé, sur cette vue postérieure. Celle-là, c'est une vue postérieure. Ici, c'est une vue médiale, ou bien on dit une vue endopelvienne. Alors, le pyramidal, ou bien le périphare, il s'insère, comme vous voyez ici, sur la face antérieure de sacrum. Il est triangulaire, il a forme. Donc, la base de triangle, c'est sur le sacrum. Donc, son origine, c'est à l'intérieur du pelvis. Il se dirige en dehors, comme vous voyez ici. Il va se diriger en dehors, il passe en arrière de l'articulation coxofémorale pour se terminer sur le bord supérieur du grand trochanter. Le bord supérieur du grand trochanter, sa fonction principale, c'est un abducteur. Et aussi, c'est un rotateur latéral. Donc, fonction commune dont on a déjà parlé. Au-dessous, un muscle principal qu'on voit ici aussi, c'est l'obturateur interne. Alors, pour l'obturateur interne, comme vous voyez, on a 2 obturateurs. Et qu'est-ce qu'on a vu comme obturateur au niveau de l'os coxal? C'est le trou obturateur.
alors qui est fermé par la membrane obturatrice. Alors, le trou obturateur et son cadre osseux, c'est ça l'origine de l'obturateur interne. Donc, c'est la face médiale de la membrane obturatrice et du cadre osseux du trou obturateur. Alors, le muscle qu'on vous voyez ici, il est en dedans. Comment il va sortir? Il va pas se diriger en avant vers le bord antérieur, mais il va se diriger en arrière, vers le bord postérieur. Arrivé, on regarde, donc si vous connaissez bien le bord postérieur, on a ici, c'est la grande échancrure sciatique par laquelle va sortir le piriforme, puis on a l'épine sciatique, puis on a la petite échancrure sciatique, puis vient la tuberosité. Oui, on a. Alors lui, il va sortir par la petite échancrure sciatique. On regarde la petite échancrure et il va se réfléchir à angle droit pour se diriger directement vers, on va voir l'image précédente qu'on voit ici, à angle droit pour se diriger vers le grand trochanter où il se termine sur la face médiale, précisément sur la fosse trochantérique, la fossette digitale ou bien la fossette trochantérique sur la face médiale. Ça, c'est l'obturateur interne. Alors, la fonction, c'est un rotateur latéral. Pour deux autres muscles, on les appelle les jumeaux, supérieur et inférieur, puisqu'ils vont être satellites des bords supérieurs et inférieurs de l'obturateur interne. Alors, l'obturateur interne, si vous en souvenez, on a dit il va sortir par la petite échancrure sciatique. Au-dessus, c'est l'épine sciatique et au-dessous, c'est la tuberosité sciatique ou bien ischiatique. Alors, sur ces deux éléments vont s'insérer les jumeaux. Le jumeau supérieur sur l'épine sciatique et il va suivre le bord supérieur de l'obturateur interne. Le jumeau inférieur sur la tuberosité sciatique et il va suivre le bord inférieur de l'obturateur interne. Ces deux muscles vont se terminer sur le tendon terminal de l'obturateur interne qui se termine sur la face médiale du grand trochanter. Donc, même fonction et même origine, c'est la rotation latérale et l'innervation, c'est toujours le plexus sacral. Donc ça, c'est pour les deux jumeaux qui sont satellites de l'obturateur interne. Après, donc, les jumeaux, le dernier qu'on voit ici, au-dessous du jumeau inférieur, qu'on voit, c'est le carré crural. Carré crural, bien le carré fémoral. Carré crural, anciennement, bien carré fémoral. On l'appelle carré puisqu'il a la forme d'un carré. Son origine, regardez, c'est sur la tuberosité ischiatique. Le bord antérieur de la tuberosité ischiatique et les fibres se dirigent presque transversalement pour se terminer sur la face postérieure du grand trochanter, sur une crête qu'on appelle la crête du carré fémoral. Le tubercule vient la crête du carré fémoral qui descend verticalement à partir de la crête intertrochantérique. Donc, ça se termine sur une crête propre. Ça, c'est une vue antérieure. Une vue antérieure où on voit l'obturateur externe qui est en avant et le carré fémoral qui est en arrière. Alors, le carré fémoral, toujours, c'est un rotateur, mais en plus, c'est le seul qui a une fonction accessoire, participe donc à l'adduction, c'est-à-dire le rapprochement du fémur de la hanche vers l'axe du corps. Plutôt de la hanche vers l'axe, du fémur vers l'axe du corps. Alors, en dernier, dans le groupe postérieur, c'est l'obturateur externe. L'obturateur externe, c'est le même origine que l'interne, mais c'est sur la face, c'est l'inverse, c'est sur la face externe. C'est sur le cadran, la face externe du cadre osseux du trou obturateur, bien trou obturé, et la face externe de la membrane obturatrice. Alors, les fibres se dirigent en dehors, en arrière de l'articulation coxofémorale pour se terminer toujours sur la face latérale, la face médiale du grand trochanter dans la fossette digitale, bien la face trochantérique. La fosse trochantérique, la fonction toujours, c'est un rotateur latéral, mais ici, l'innervation, il fait l'exception, c'est le seul qui est innervé par une branche, le nerf obturateur, branche qui provient du plexus lombaire. Tout le reste, c'est à partir du plexus sacral. Ça, c'est pour la région fessière. La région fessière, donc, on a principalement 11 muscles. Si on compte le psipséois, ça sera 12. Mais un qui est en avant de l'articulation coxofémorale, le groupe antérieur, c'est un fléchisseur de la hanche.
de l'articulation coxo-fémorale et 10 qui sont en arrière. 10 en arrière, un plan profond est juste en contact, juste en arrière de l'articulation, c'est les pelvitrocontériens. Tous c'est des rotateurs latéraux et un plan superficiel fait d'extenseurs et d'abducteurs qui sont les muscles fessiers. Alors, on va passer à la deuxième région. On passe donc aux muscles de la deuxième région, c'est les muscles de la cuisse. Les muscles de la cuisse, ça se dispose, ici on a beaucoup de muscles par rapport au bras, et on a 3 groupes musculaires, mais 2 loges. Groupe musculaire d'après la fonction et 2 loges. Alors on a une loge antérieure et une loge postérieure séparées nettement par des septums intermusculaires médial et latéral. Dans la loge antérieure, on trouve un groupe musculaire antérieur. Dans la loge postérieure, on va trouver 2 groupes. En dedans, un groupe médial et en dehors et un peu en arrière, c'est le groupe postérieur. Donc, 3 groupes musculaires. Pour l'énervation, la loge antérieure, le groupe antérieur et le groupe médial, ils sont sous la dépendance du plexus lombaire. Le groupe antérieur, il est énervé par le nerf fémoral, branche terminale du plexus lombaire. Le groupe médial, il est énervé par le nerf obturateur, branche terminale toujours du plexus lombaire. Alors que le groupe postérieur, lui, il est énervé par le nerf sciatique, branche terminale du plexus sacral. Alors ça, c'est pour la terminaison. Alors, on va commencer avec le groupe antérieur. Le groupe antérieur, il est formé par 3 muscles. Il est formé par 3 muscles. Il est formé par 3 muscles. Donc, une minute. Le groupe antérieur, donc, c'est un ensemble de 3 muscles situés dans la loge antérieure, une loge bien limitée, en avant et latéralement par le fascia fémoral, bien le fascia lata, et latéralement par les cloisons, bien les septums intermusculaires médial et latéral. Alors, ces 3 muscles on a, comme vous voyez ici, on a le sartorius. Une minute. Alors, le plus superficiel qui a un intérêt topographique, c'est le sartorius. C'est un muscle rubané. Au-dessus de lui, c'est le quadriceps. C'est le muscle aussi volumineux. C'est le muscle le plus volumineux du corps humain. C'est un muscle important, le quadriceps. Et au-dessus de lui, on va trouver un petit muscle qui satellite. Il est profond. Au-dessous, c'est l'articulaire du genou, ou bien le muscle anciennement qu'on appelait sous-crural. Alors, on va commencer avec le quadriceps. Le quadriceps, c'est un muscle, donc c'est le plus gros muscle du corps humain, et il est, d'après son nom, quadri, il est formé de 4 chefs, 4 muscles séparés d'origine. 3 qui s'insèrent sur le fémur, le 4e le plus superficiel, lui, il s'insère sur l'os coxal. Il s'insère sur l'os coxal, c'est le droit fémoral. Donc, ces 4 muscles séparés d'origine, ils ont une terminaison commune, c'est le tendon du quadriceps. Le tendon du quadriceps qui se termine sur la patella. Alors, le muscle quadriceps, et dont on a déjà parlé, il fait partie de l'appareil extenseur du genou, c'est la partie charnue. C'est l'appareil extenseur du genou qui est responsable du maintien du genou en extension. L'appareil extenseur du genou. Alors, ce quadriceps, on va commencer chef par chef. Le chef le plus superficiel, c'est le droit fémoral. Les 3 qui s'insèrent sur le fémur, on les appelle les vastes. Les vastes. Celui qui est au milieu, c'est le vaste intermédiaire. On a un vaste latéral et un vaste médial. C'est les vastes. Alors, on va commencer avec le vaste intermédiaire. Donc, c'est celui qui est au milieu. Le vaste intermédiaire, lui, il s'insère sur la face antérieure et latérale. La face antérieure et latérale du fémur. Pour se terminer sur le tendon du quadriceps. Alors, les vastes médial et latéral, quant à eux, ils vont s'insérer sur la ligne âpre.
Logique, le vaste latéral, lui, il va s'insérer sur la lèvre latérale de la trifurcation en haut jusqu'à la bifurcation en bas. Latérale, la partie latérale. Alors que le vaste médial, lui, il s'insère sur la lèvre latérale de la ligne âpre, aussi de la trifurcation jusqu'à la bifurcation en bas. Donc ça, c'est pour l'insertion des trois vastes. Ça se fait sur le fémur. Les deux vastes latérales et médiales, ça s'insère sur la ligne âpre, la partie correspondante, alors que le vaste intermédiaire, lui, ça s'insère sur la face antérieure et latérale, ce qui veut dire que la face médiale du corps du fémur, elle est libre d'insertion musculaire. Elle ne donne pas d'insertion musculaire. Alors, le tout va se terminer sur le tendon du quadriceps, dont on va en parler à la fin. Alors, ça c'est pour le vaste médial et le vaste latéral. Le dernier, c'est le droit. Le droit fémoral, donc c'est le seul qui n'a pas d'origine fémorale, mais une origine sur l'os coxal. Alors son origine, en réalité, ça se fait par trois chefs et non pas deux comme l'image le montre. Il a un chef direct. Un chef direct, c'est-à-dire qui descend directement, on l'appelle, qui s'insère sur l'épine iliaque antéro-inférieure. Un autre chef, on l'appelle le chef réfléchi. Le chef réfléchi, donc, il va faire un trajet arqué, c'est pour ça qu'on l'appelle le tendon réfléchi. Il s'insère sur le sillon supra-acétabulaire. Le troisième chef, il est récurrent, donc il va remonter. Ici, on ne le voit pas, mais normalement, il s'insère sur la partie supérieure de la ligne intertrochontyrique. La ligne intertrochontyrique, et il remonte en haut, d'où va former le tendon d'origine, d'où descend le droit fémoral. Donc, c'est le plus superficiel. Donc, il va passer en avant de l'articulation coxo-fémorale. Alors, pour se terminer sur le tendon du quadriceps, une lame tendineuse commune pour les quatre chefs. Cette lame tendineuse, comme vous voyez, ça va se terminer où? Le tendon du quadriceps, il se termine sur la base de la patella et sur les bords latéraux. Ça, c'est par des fibres directes. Certaines fibres, on les appelle des fibres croisées. Ils vont croiser la face antérieure de la patella pour se terminer sur le bord latéral contre latéral ou bien pour descendre jusqu'à la tuberosité tibiale. Et ils vont se continuer par le tendon patellaire, donc par des fibres directes et par des fibres croisées. L'essentiel, ça se termine sur la base, les bords latéraux, et ça va passer en avant, surtout pour le droit fémoral, en avant de la patella pour se continuer avec le ligament patellaire jusqu'à la tuberosité tibiale. Alors, pour l'énervation, c'est le nerf du quadriceps, branche terminale du nerf fémoral. Pour l'action, c'est son détenseur. Comme on a déjà dit, c'est un extenseur de la jambe. C'est un extenseur de la jambe. Et aussi pour le droit fémoral, bien le droit fémoral, puisqu'il passe en avant de la cuisse, il est fléchisseur, en avant de la hanche plutôt, il est fléchisseur de la cuisse. Il est fléchisseur de la cuisse. Alors, après le groupe antérieur, on va passer, plutôt toujours dans le groupe antérieur, on va passer au plan superficiel, c'est le sartorius. Le sartorius, c'est un des muscles qu'on appelle muscle biarticulaire. Qu'est-ce que ça veut dire un muscle biarticulaire? C'est un muscle qui va passer en totalité en avant ou bien en arrière de deux articulations. Donc il est responsable de mobiliser. Il est responsable de mobiliser deux articulations. Alors, une minute. Alors, on reprend. Toujours, on est dans le groupe antérieur, le muscle superficiel. Le muscle superficiel qui est le sartorius, on a dit c'est un muscle biarticulaire. C'est un muscle biarticulaire. Qu'est-ce que ça veut dire un muscle biarticulaire? C'est un muscle qui va mobiliser deux articulations, puisqu'il va passer en regard de deux articulations. L'exemple, c'est le sartorius. Donc, son origine, c'est l'épine iliaque antéro-supérieure, même origine que le tenseur du fascia lata, de la région glutéale.
Alors, de son origine, il a un trajet, son trajet il n'est pas rectiligne, donc il se dirige en bas et en dehors. Donc, il va descendre tout au long de la cuisse, la face antérieure, puis la face médiale. Arrivé au niveau du genou, il va passer derrière le genou pour se terminer enfin sur la face médiale, la partie toute supérieure, rugueuse, de la face médiale du tibia qui est normalement libre d'insertion musculaire, sauf cette partie. Alors, il va passer en avant de la hanche, donc c'est un fléchisseur de la hanche, et il va passer en arrière du genou, c'est toujours un fléchisseur de la jambe, du genou. Donc, il va mobiliser ces deux articulations. Son innervation, on a dit, c'est la loge antérieure, toute la loge, c'est le nerf fémoral. Nerf fémoral, branche terminale du plexus lombaire. Alors, ça c'est pour le sartorius. Il a un intérêt, on dit, beaucoup plus topographique, puisqu'il est satellite. Le trajet du muscle sartorius, bien ce qu'on appelait anciennement le couturier, c'est le trajet de l'artère fémorale. C'est le trajet de l'artère fémorale. C'est presque son trajet puisqu'elle est antérieure et plus ou moins superficielle en haut à la racine de la cuisse, mais elle devient plus ou moins profonde et médiale, voire postérieure, dans la partie inférieure au niveau du genou, l'artère elle est postérieure. L'essentiel, ça c'est pour le sartorius, le deuxième muscle. Le troisième muscle, dans le groupe antérieur, c'est un muscle qu'on peut dire, d'après son nom, on l'appelle l'articulaire du genou, puisqu'il a une relation avec l'articulation du genou, avec la capsule précisément de l'articulation du genou. On l'appelait anciennement le sous-crural, puisqu'il est sous le crural. Le crural, c'est le vaste intermédiaire du quadriceps. Anciennement, c'est le sous-crural. Regardez ici, ça c'est le genou avec tout la masse musculaire. Ici, le quadriceps est coupé, on a seulement le tendon pour voir le muscle sous-crural. Ou bien le muscle articulaire du genou, c'est un muscle petit qui s'insère sur la face inférieure du fémur, du corps du fémur, juste sous le vaste intermédiaire. Et il se termine sur une bourse séreuse, juste au-dessus de la patula. Donc, puisque la synoviale, vous allez voir ça avec l'articulation du genou, puisque la synoviale du genou, elle est étendue, elle s'étend au-dessus et au-dessous de la patella, elle va former des cul-de-sac. Ces cul-de-sac qui peuvent se séparer, se présenter sous forme de bourse. Donc, ça se termine sur le cul-de-sac suprapatellaire. Sa fonction, c'est quoi? Donc, au cours de l'extension, ce muscle, il maintient ce cul-de-sac étendu. C'est un tenseur de la capsule et de la synoviale lors de l'extension du genou. L'articulaire du genou, l'énervation, c'est toujours le nerf fémoral. Alors, ça c'est pour le groupe antérieur. On va passer au groupe médial. Alors, le groupe médial, il est formé de 5 muscles. 5 muscles qui ont comme fonction commune, c'est l'adduction, c'est des adducteurs. Donc, ils vont porter la cuisse vers le dedans, vers l'axe du corps. Et l'énervation, ils sont tous, à part une partie, donc presque en totalité, innervés par le nerf obturateur. C'est pour ça qu'on appelle c'est le nerf de l'adduction. Le nerf obturateur qui branche terminale de plexus lombaire. Alors, ces 5 muscles, ils ne sont pas superposés, ils ne sont pas juxtaposés, ils sont disposés en 3 plans. En 3 plans, comme vous pouvez voir, on a un premier plan, ça sur une vue antérieure, on voit un premier plan, c'est le pectiné, en haut et en dehors, et en dedans, c'est le long adducteur. Le long adducteur, bien ce qu'on appelait aussi le moyen adducteur. Ça, c'est le plan le plus antérieur, sur une vue antérieure. Juste derrière, on voit, c'est le deuxième plan formé d'un seul muscle, c'est le court adducteur. C'est le court adducteur. Ce que j'ai oublié sur le plan antérieur mais plus médial, c'est le gracile. Le gracile, celui-là, ce qu'on appelait muscle gracile, ce qu'on appelait anciennement le droit interne, puisqu'il descend tout droit et il est en dedans. C'est pour ça qu'on l'appelle le droit interne. Le droit fémoral, c'était le droit antérieur, puisqu'il était en avant. Celui-là, c'est le droit interne, anciennement. Alors, le plan moyen, c'est le court adducteur, et le plan le plus profond et le plus postérieur, c'est le grand adducteur, en totalité. Regardez ça, c'est une vue postérieure. Qu'est-ce qu'on voit? D'où en bas, c'est le grand adducteur.
en bas, le grand adducteur qui ferme la loge médiale en arrière, donc en totalité. Alors, on va les voir muscle par muscle. On va commencer avec le plan antérieur, avec le pectiné. Le pectiné, normalement, d'après si vous avez révisé l'ostéologie, on a beaucoup d'éléments qui portent ce nom. On a des éléments qui portent ce nom. Ils s'insèrent sur l'os coxal pour se terminer sur les fémurs. Alors, sur l'os coxal, la partie qu'on a déjà vue porte ce nom, c'est le pecten, ou bien le pecten du pubis qui se trouve sur la branche supérieure du pubis. Alors, du pubis, le muscle pectiné se dirige en dehors pour se terminer sur la branche médiane de la trifurcation de la ligne âpre sur la crête pectinéale. Ça, c'est pour le premier. Sa fonction, c'est quoi? C'est, tous, on a déjà dit, tous, c'est des adducteurs, mais tous des adducteurs, accessoirement, ils participent à la flexion, mais surtout, c'est un adducteur. Alors, ça, c'est pour le pectiné. Dans le même plan, on va trouver le long adducteur. On a 3 adducteurs, on les appelait le grand, le long et le court, ou bien le grand, toujours anciennement le grand, le long, c'était le moyen, le court, c'était le petit. Donc, on a grand, long, court, ou bien grand, moyen, petit. Alors, le moyen adducteur, donc ce muscle, le moyen, ou bien le long adducteur, il s'insère toujours sur le pubis, sur la surface angulaire, sur donc on passe à la deuxième image, et sur la surface angulaire du pubis, à l'angle. Donc, il se dirige en dehors, il va s'étaler pour se terminer dans l'interstice, comme vous voyez ici, l'interstice de la ligne âpre, la partie moyenne, le tiers moyen de l'interstice de la ligne âpre. Il a comme fonction, c'est un adducteur. Essentiellement, c'est l'adduction, l'innervation, c'est le nerf obturateur. Ça, c'est dans le même plan que le pectiné. Alors, le gracile, donc, ou bien le droit interne, celui-là, il s'insère toujours sur le pubis. Il s'insère sur le pubis et il descend tout droit pour se terminer, vous allez voir, sur la face médiale, la partie toute supérieure rugueuse de la face médiale du tibia. Même terminaison d'un autre muscle qu'on vient de voir, c'est le sartorius. Donc, il s'insère juste derrière le sartorius. Juste derrière le sartorius. Le gracile, sa fonction, c'est quoi? C'est toujours un adducteur, puisqu'il va porter la cuisse vers le dedans. Et puisqu'il se termine sur le tibia, il participe à la flexion du genou. Il participe à la flexion du genou. Ça, c'est pour le plan antérieur. Le plan antérieur du groupe médial. Le plan moyen est formé d'un seul muscle. Regardez, pour le voir, il est formé par le court adducteur, bien le petit adducteur. On coupe le long pour voir le petit. Alors, pour l'origine, il s'insère sur la branche inférieure ou bien la branche descendante du pubis. Il va se diviser en 2 faisceaux, faisceau supérieur et faisceau inférieur, qui vont se terminer toujours dans l'interstice de la ligne âpre. Bien l'espace, la gouttière qui sépare les 2 crêtes de la ligne âpre, c'est un adducteur. Donc, après le pectiné et le long, juste derrière se trouve le court adducteur. Et en plus profond, pour le voir, c'est sur une vue postérieure, comme celle-là. Donc, ça, c'est une vue antérieure toujours. C'est le grand adducteur. C'est le plus postérieur. C'est le plus postérieur et il est étalé tout au long de la face postérieure. Donc, il va couvrir le tout. Donc, son origine, il est étendu. Il est formé par 3 chefs. On en distingue 3 chefs. Un chef supérieur, un chef moyen et un chef... Attendez. Je préfère cette image. Regardez. On a un chef supérieur, un chef moyen et un chef inférieur. 3 chefs. L'origine de ces 3 chefs diffère. Regardez. Les 2 premiers chefs, si vous pouvez voir ici, ça provient de la branche ischio-pubienne. La branche ischio-pubienne du cadre osseux du trou obturé pour les 2 premiers faisceaux. Alors que le 3e faisceau, lui, il s'insère, comme vous voyez ici, cette formation, c'est quoi? C'est la tuberosité ischiotique.
Donc, origine déférente. Ça s'insère sur la tuberosité ischiotique. Même la terminaison. Regardez, le faisceau supérieur et moyen, ils vont se terminer dans l'interstice, tout au long de la ligne âpre. Au début, c'est près de la lèvre latérale, puis ça se rapproche de la lèvre médiale de la ligne âpre. Donc, le faisceau supérieur, c'est dans la partie supérieure de la ligne âpre. Le faisceau moyen, il est plus étendu dans la partie, le reste de la ligne âpre. Alors que le faisceau inférieur, lui, il se termine à part sur une saillie dont on a déjà parlé, c'est le tubercule. C'est juste au-dessus du condyle médial, c'est le tubercule du grand adducteur. Donc, sa terminaison, elle est à part. Ça ne se fait pas sur la ligne âpre, mais ça se fait sur l'épicondyle médial, sur le tubercule du grand adducteur. C'est là où il se termine. Donc, il va aménager un espace, comme vous voyez ici, entre le faisceau moyen et le faisceau inférieur. Cet espace, on revient à l'image, regardez, ça c'est le faisceau moyen, plutôt le faisceau inférieur, ça c'est le faisceau moyen et ça c'est le faisceau supérieur. Alors, entre le moyen et l'inférieur, on a un espace. Cet espace, il va être remodelé en un orifice osteo-fibreux qu'on appelle l'hiatus tendineux de l'adducteur, bien l'hiatus, bien l'orifice du grand adducteur. Cet orifice, on va le voir, il a un intérêt, c'est par là où va passer. On a dit l'artère fémorale, elle est à ce niveau-là, antérieure. Elle va devenir postérieure derrière le genou, elle va passer par cet orifice pour passer en arrière du genou. Donc, elle va devenir postérieure, elle se termine à ce niveau-là. L'artère fémorale se termine à ce niveau-là pour devenir postérieure et donner l'artère poplitée. Donc, ça, c'est pour le grand adducteur. Pour sa fonction, c'est l'adduction, c'est évident. Mais pour l'énervation, il faut préciser, on a dit, c'est pour le nerf obturateur. Mais on a le chef, le faisceau inférieur, il a une origine à part, il a une terminaison à part par rapport aux deux premiers chefs. Même l'énervation, elle est à part, il est énervé par le nerf sciatique. Il est énervé par le nerf sciatique et non pas le nerf obturateur. Alors ça, c'est pour le groupe médial. Le groupe postérieur. Alors, le groupe postérieur, il est formé de trois muscles. Qu'est-ce qu'ils ont comme commun ces muscles? Leur nom, c'est d'après leur nom, les ischio-jambiers. L'origine, c'est la tuberosité ischiotique pour les trois. La terminaison, pour les trois, c'est le squelette de la jambe. Ça ne va pas se terminer sur la cuisse, mais au niveau de la jambe. Ça va passer derrière le genou pour se terminer sur la jambe. Alors, c'est pour ça l'origine commune, la terminaison plus ou moins commune. Donc, de la tuberosité sciatique vers le squelette de la jambe. Alors, l'énervation, toujours, elle est commune. C'est le nerf sciatique. La fonction, elle est aussi commune. C'est quoi? Presque. Donc, ils vont passer derrière, d'après l'origine, regardez, ils vont passer derrière l'articulation coxo-fémorale. Donc, c'est des extenseurs de la hanche. Et ils vont passer derrière le genou, donc c'est des fléchisseurs du genou. C'est des muscles biarticulaires. Ces trois muscles-là sont des muscles biarticulaires parce qu'ils vont mobiliser deux articulations. Extenseurs de la hanche et des fléchisseurs du genou. On a donc en latéral un seul muscle, c'est le biceps, il est en dehors. En dedans, deux muscles superposés. En profondeur, c'est le semi-membraneux qui est couvert par le semi-tendineux. Alors, on va commencer par la partie médiale, les muscles médiaux, et le plus profond, c'est le semi-membraneux. Le semi-membraneux, l'origine, toujours, tuberosité sciatique, et il descend presque donc verticalement, il est médial pour se terminer au niveau du tibia. Sa terminaison, ça se fait par trois tendons. Un tendon direct qui se termine juste sur la face postérieure du condyle médial du tibia. C'est le tendon direct, c'est un trajet, la terminaison normale. L'autre tendon que vous voyez ici, il remonte. Un trajet récurrent, c'est un tendon récurrent. Et il remonte pour se terminer juste derrière l'articulation du genou, au niveau d'une formation que vous allez voir qu'on appelle la coque condylienne. C'est pour ça, il participe à former les ligaments postérieurs du genou, on l'appelle le ligament poplité oblique. Ce tendon récurrent, c'est le ligament poplité oblique.
Donc, parmi les moyens d'union de l'articulation du genou. Le troisième tendon, c'est celui-là que vous voyez, il va contourner le condyle médial derrière vers l'avant dans une gouttière creusée sur ce condyle. On l'appelle le condyle, plutôt, on l'appelle le tendon réfléchi. Donc, le semi-membraneux se termine derrière le condyle médial du tibia par 3 tendons. Direct qui se termine sur la face postérieure, récurrent qui remonte vers le genou dans un trajet oblique qu'on appelle le ligament oblique, poplité oblique, et réfléchi qui va contourner derrière en avant le condyle médial du tibia. Alors ça, c'est le semi-tendineux. La fonction, on en a déjà parlé, extenseur de la hanche, fléchisseur du genou. Et l'énervation, c'est le nerf sciatique. Au-dessus plutôt de lui, on va trouver le semi-tendineux. Semi-tendineux, l'origine, c'est la tuberosité sciatique. La terminaison, vous allez voir, il ne va pas se terminer en arrière. Comme vous voyez, le tendon, il va contourner le tibia pour se terminer en avant. Et on est médial, donc c'est sur la partie supérieure de la face médiale du tibia. Là où s'est terminé le sartorius et le gracile. C'est là où va se terminer aussi, juste derrière le sartorius et au-dessous de gracile, le semi-tendineux. Alors, sa fonction, c'est toujours extenseur de la hanche et fléchisseur du genou. L'innervation, c'est le nerf sciatique. Le troisième muscle dans ce groupe-là, c'est le biceps fémoral. Ce muscle-là, l'origine, c'est un biceps. C'est un biceps, donc il doit y avoir 2 chefs, oui ou non? Alors, un chef qui porte, ou sur lequel s'applique la nomenclature ischio-jambier, puisqu'il commence de la tuberosité sciatique. C'est le chef long. Et c'est le plus superficiel, c'est lui qu'on voit. Le chef long qui commence de la tuberosité sciatique. Et il descend. Le deuxième chef, il est court. Puisqu'on a un chef long, logiquement, le deuxième chef, il est court. C'est le chef court du fémur. Lui, où est-ce qu'il s'insère? Il s'insère sur... chef court de biceps plutôt fémoral, il s'insère sur le fémur, sur la partie inférieure de la lèvre latérale du fémur. Il est profond. Alors, les 2 chefs, ils vont se réunir par un tendon commun pour se terminer sur l'extrémité proximale, sur l'apex précisément, sur l'extrémité proximale de la fibula, sur la tête de la fibula. C'est pour le biceps. La fonction, c'est toujours extenseur de la hanche, fléchisseur du genou. Fléchisseur du genou. Ça, c'est pour le groupe postérieur. Alors cette image, c'est une image de dissection sur cadavre où on peut voir nettement, regardez, ça c'est le sartorius. Au-dessus du sartorius, ça c'est les chefs du quadriceps. On peut voir nettement le droit antérieur, bien droit fémoral, droit crural, le vaste latéral, vaste médial. Ici, le même muscle qui s'insère sur l'épine iliaque antéro-supérieure, c'est le tenseur du fascia lata qui se dirige en arrière. Alors, ici, on est en dedans. Et donc, ce qu'on voit ici, c'est le groupe médial. Regardez. Ça, c'est le pectiné. Et ça, c'est le long adducteur. Et celui-là, c'est le gracile. Le plan antérieur, c'est ce qu'on voit. Le plan antérieur du groupe médial. Le reste, on ne le voit pas. Et ici, ce muscle-là, c'est pour le savoir. Regardez, son origine n'est pas là ici. Ça, c'est le ligament inguinal. Ils ont souvenir de ligament inguinal qu'on a dit. C'est un ligament, c'est un cordon fibreux qui s'insère de l'épine iliaque antéro-supérieure jusqu'à l'épine du pubis, sous lequel va passer ce muscle-là. C'est le psoas, l'iliopsoas. L'iliopsoas pour se terminer sur le petit trochanter. Se terminer sur le petit trochanter. Alors, puisqu'on a cette image, on va en parler. À ce niveau-là, regardez ce triangle. Vous pouvez voir ce triangle. Alors, je vais faire le stylo pour schématiser. Regardez. Alors, ce triangle-là, vous voyez ce triangle-là? Alors, la limite supérieure de ce triangle, c'est le ligament inguinal.
La limite médiale de ce triangle, c'est le long adducteur. La limite latérale de ce triangle, c'est le sartorius. Ce triangle, on l'appelle, c'est ça le triangle de Scarpa. Bien ce qu'on appelle récemment, c'est le trigone fémoral. C'est quoi? C'est une région topographique située en avant, dans la partie antéromédiale de la hanche. Oui ou non? C'est là où va passer le paquet vasculo-nerveux du membre inférieur, formé par l'artère fémorale, la veine fémorale et le nerf fémoral. Les éléments vasculo-nerveux principaux. Donc, fémoraux, ils vont passer dans cette région, ils sont plus ou moins superficiels, puisque, comme vous voyez, alors, puisque cette région, elle est couverte seulement par le fascia. On va le voir avec l'artère fémorale. Alors, et à la prochaine.